Bonjour à tous et merci au comité d'organisation pour l'invitation. On m'a demandé en effet de vous parler de la place des nouvelles thérapeutiques antibiotiques en réanimation, céphidérocol, carbapénem et inhibiteurs. Et donc je me suis axé bien évidemment sur les nouveaux antibiotiques visant les bacilles et les cocobacilles à gram négatif. Pour ce qui est du préambule, je vais vous enfoncer les portes ouvertes sur l'évolution de l'antibiorésistance et sur la mortalité due à la résistance aux antibiotiques de nos jours, avec ce joli papier qui a été publié dans le Lancet en 2022 et qui évaluait donc le nombre de décès liés à l'antibiorésistance à environ 6 millions par an. Tout ceci était donc lié aux bactéries multirésistantes et plus récemment est née une nouvelle notion qui était une notion qui se plaçait plutôt du côté du clinicien, contrairement aux classifications MDR et XDR qui sont des classifications plutôt à visée microbiologique. À combien de familles d'antibiotiques ma bactérie est résistante, et c'est placé maintenant du niveau du clinicien avec le DTR, le difficult to treat, qui nous signifie plutôt combien de molécules restent encore disponibles pour pouvoir traiter mon patient. Est-ce que cette notion a un intérêt ? La réponse est oui. Je vais vous présenter cette étude, une étude faite dans 14 hôpitaux coréens, dans lesquels ils ont inclus leur bactériémie à bacilles à gram négatif, coli, Klebsiella, Pio et Acinetto. Et leur objectif était de déterminer le lien entre le caractère difficult to treat de ma bactérie et la mortalité à 30 jours. Ils ont classé les bactéries en 4 catégories, donc les difficult to treat, peu de molécules disponibles pour le clinicien, les résistantes au carbapénem, mais pour lesquelles on a encore des molécules disponibles, les résistantes aux céphalosporines et au carbapénem, mais avec des molécules disponibles facilement, et les résistances au fluoroquinolone sans résistance au carbapénem et aux céphalosporines. Petit 1, ce qu'on a observé, c'est que les bactéries qui nous posent des réelles problématiques thérapeutiques actuellement, c'est l'Acinetobacter baumannii, qui était le 80% des cas la bactérie étiquetée comme difficult to treat, suivi du Pseudomonas aeruginosa et des Klebsiella, et on voit qu'Escherichia coli n'était jamais classé dans cette catégorie. Et cette catégorie, qui apparaît en violet sur le graphe de droite, est bien associée à une surmortalité des patients comparativement à toutes les autres catégories dans lesquelles on aurait pu classer nos bactéries. Donc, actuellement, à mon sens, il existe 4 problématiques dont je vais parler. Petit 1, les entérobactéries productrices de carbapénémase. Petit 2, les infections avec des Pseudomonas aeruginosa multirésistants. Les infections à Acinetobacter baumannii et les infections à Stenotrophomonas maltophilia. Attention, information importante quand même, l'infection avec des bactéries multirésistantes ou hautement résistantes ou difficult to treat reste un événement rare, y compris chez les patients colonisés. Donc il ne faut pas se ruer sur nos nouvelles molécules en probabiliste de manière systématique. C'est un événement quand même relativement rare et heureusement. Pour ce qui est des entérobactéries productrices de carbapénémase, on voit qu'on a une augmentation très clairement, et donc sur ce graphe, on voit le pourcentage de Klebsiella pneumoniae résistantes aux céphalosporines de 3e génération, avec des données en France qui sont de l'ordre de 30 à 40% sur des bactéries issues de prélèvements cliniques, mais avec des zones notamment en Afrique, dans le sous-continent indien ou en Asie, avec des taux de résistance qui dépassent très nettement les 50%, voire dans certaines zones les 80%. En France, pour ce qui est des Klebsiella pneumoniae résistantes au carbapénem, on est encore relativement préservé, et les données du CNR nous montraient que 0,5% des souches cliniques de Klebsiella pneumoniae étaient effectivement productrices de carbapénémase. Sur le graphe de droite, vous voyez l'augmentation, par contre, du nombre de souches productrices de carbapénémase. On voit qu'actuellement, on en a à peu près 3 000 à 3 500 par an qui sont adressées au CNR. Et ce qu'on observe également, c'est que les laboratoires qui adressent leurs souches au CNR ont de mieux en mieux maintenant screené en amont le mécanisme de résistance. En 2012, vous voyez, sur les 1500 souches qui étaient adressées au CNR, seules 300 étaient effectivement productrices de carbapénémase et 1200 ne l'étaient pas et présentaient d'autres mécanismes de résistance, alors qu'en 2019, sur les 4500 souches adressées au CNR, 3000 étaient effectivement productrices de carbapénémase. Ça veut dire que les laboratoires de proximité, nos laboratoires à nous, ont maintenant des tests immunochromatographiques, des tests PCR qui permettent d'identifier in situ les mécanismes de résistance. Quelle est l'épidémiologie? Donc, si on regarde par espèce, donc c'est les données du CNR sur les entérobactéries productrices de carbapénémase, en 1, Klebsiella pneumoniae, en 2, Escherichia coli, et en 3, les entérobactéries du groupe 3, qui sont Enterobacter cloacae et Citrobacter frundi. Si on regarde par enzyme, et c'est très important, parce que vous verrez que la plupart des études sont menées en Amérique du Nord, dans lesquelles l'épidémiologie est très différente, on est majoritairement sur des mécanismes de résistance de type OXA48, dans plus de 60% des cas,
suivi des mécanismes de résistance de type métallo-bêta-lactamase, que sont les NDM, les VIM et les IM. Attention, je vous disais, la plupart des études sont menées en Amérique du Nord, et en Amérique du Nord, les mécanismes prépondérants sont les KPC, les Klebsiella pneumoniae carbapénémase. Que nous disent les recommandations? On voit que pour ce qui est KPC et OXA48-like, au final, on n'a pas de réel problème thérapeutique, on a pas mal de molécules disponibles. La Société européenne de maladies infectieuses et la Société américaine ont récemment émis des recommandations. Pour ce qui est, vous voyez, les Américains disent KPC ou non identifié parce que chez eux, c'est le mécanisme de résistance prépondérant, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous. Ils positionnent en 1 l'association meropenem-vaborbactam, en 2 l'association ceftazidime-avibactam et en 3 l'association imipenem-cilastatine-relebactam. En alternative sont placés le cefidérocol, la tigecycline et l'eravacicline. Pour ce qui est des OXA48, donc je vous disais, le mécanisme de résistance prépondérant en France, le premier choix, c'est le ceftazidime-avibactam, avec comme alternative le cefidérocol, la tigecycline ou l'eravacicline. Pourquoi? Pour les KPC, meropenem-vaborbactam, cette étude, qui était l'étude Tango 2, qui incluait des patients affectés avec des entérobactéries productrices de carbapénémase, dans 60% des cas des Klebsiella pneumoniae, et c'était quel que soit le site de l'infection. Et ils ont comparé l'association meropenem-vaborbactam à ce qui est maintenant très tendance dans les études, à la best available therapy. Donc le clinicien choisit le traitement qui lui paraît être le mieux. Classiquement, dans ces études-là, c'était la colistine en association avec d'autres molécules. L'essai a été arrêté après le 77e patient du fait de la supériorité de l'association meropenem-vaborbactam. Pour ce qui est de l'association ceftazidime-avibactam, il y a eu l'étude Cavicor qui a inclus des patients affectés avec des EPC qui comparait pareil, ceftazidime-avibactam versus best available therapy. Et chez les patients les plus sévères, la mortalité était plus basse dans le bras ceftazidime-avibactam, mortalité 22% versus 47% dans le bras best available therapy. Sur quel argument le meropenem-vaborbactam a été placé devant le ceftazidime-avibactam dans les recommandations américaines sur cette étude-là, qui est citée, alors même qu'aucun résultat n'est statistiquement significatif. Ce qu'ils ont observé, et ce qui signifie dans leurs recommandations, c'est qu'ils ont un taux d'émergence qui leur paraît plus important dans le bras ceftazidime-avibactam que dans le bras meropenem-vaborbactam, alors même qu'on a 3 cas versus 0. Donc ils le positionnent en citant cette étude-là, qui au final peut quand même poser question. Attention par contre, en effet, l'émergence de résistance existe pour toutes les molécules, et il est important, ce qui a été dit au topo d'avant, de bien les prescrire et de bien les utiliser. C'est des molécules de dernier recours, il faut éviter de faire émerger la résistance. Cette étude, je la trouve assez intéressante, c'est pour ça que je me permets de vous la présenter. Elle a été menée entre avril 2015 et avril 2017 et inclut tous les patients qui présentaient une infection à entérobactéries productrices de carbapénémase traitées par l'association ceftazidime-avibactam pendant au moins 48 heures. Et leur idée était d'identifier les facteurs de risque associés à l'échec du traitement. Ils ont inclus 77 patients, un âge médian de 62 ans, des patients immunodéprimés dans un quart des cas, avec des patients transplantés d'organes solides et des infections qui étaient principalement des pneumopathies. Sur leurs 77 patients, ils ont observé 8 échecs. Le tableau est très petit, mais je vais vous le décrire. Principalement donc, des patients immunodéprimés. Et ce qu'on observe, c'est que chez ces 8 patients, il y en avait 5 qui bénéficiaient d'une suppléance de type hémodialyse, hémodiafiltration continue. Ces patients-là avaient probablement des posologies trop faibles et on a bien observé une augmentation des CMI, des bactéries, dans ce groupe de patients. Et le seul facteur qui était associé à l'échec était l'utilisation de techniques de remplacement rénal, donc notamment de dialyse. Donc attention chez ces patients, potentiellement optimiser nos posologies, faire de la surveillance thérapeutique pharmacologique afin de savoir ce qu'on fait et d'éviter de faire émerger des souches résistantes. Pour ce qui est des métallos, bêta-lactamase, nous sommes là par contre dans un réel problème et on voit que l'arsenal thérapeutique est beaucoup plus faible. En première intention, 2 possibilités, le cefidérocol ou l'association ceftazidime-avibactam et astréonam. En alternative, ce que les Américains ont placé qui n'apparaît pas dans les recos européennes et qui n'apparaissait pas dans les précédentes recommandations, c'est de demander au laboratoire de tester l'association astréonam et meropenem-vaborbactam ainsi que l'association astréonam et imipenem-cilastatine-relebactam. Et bien sûr, toujours les possibilités tigecycline et eravacicline qui n'est pas disponible mais qu'on peut faire venir en compassionnel pour quelques patients. Ça a été déjà fait. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'association d'astréonam et d'inhibiteurs de bêta-lactamase? L'idée de cette étude était d'évaluer l'activité de cette association. Comment elle marche? Une métallo-bêta-lactamase seule
est sensible à l'astréonam. Majoritairement, la métallobêta-lactamase est associée à une BLSE. L'inhibiteur de bêta-lactamase va inhiber la BLSE et donc va restaurer la sensibilité de l'astréonam sur la métallobêta-lactamase. Et donc cette étude qui avait été faite par l'équipe du Kremlin-Bicêtre avait bien montré que l'association ceftazidime, avibactam et astréonam restaurait une sensibilité sur 86% des souches de métallobêta-lactamase sur lesquelles ils l'ont testé, 20% quand ils associaient l'astréonam au tazobactam via l'association avec le ceftalozane tazobactam, et dans 50% des cas quand ils associaient l'astréonam à l'acide clavulanique via l'association astréonam augmentin. Et donc, ce qui apparaît sur ces bandelettes, on voit bien à gauche la bandelette ceftazidime avibactam seul, à droite la bandelette astréonam seul. Si on associe les deux, on voit bien qu'on restaure la sensibilité de l'astréonam. Pour ce qui est du céphidérocol, donc c'est une céphalosporine couplée à un sidérophore qui rentre par les canaux fériques. Et dans cette étude ancillaire, publiée par Jean-François Timsit, qui prenait les données des patients inclus dans les études Credible et Apex, ils avaient bien montré sur les patients traités pour une métallobêta-lactamase une meilleure guérison dans le bras céphidérocol comparativement au comparateur en termes de guérison ou d'éradication microbiologique. Donc pour les métallobêta-lactamases, ces deux associations sont possibles. Les Américains ont placé le céphidérocol en première intention et l'association ceftazidime, avibactam et astréonam en deuxième intention. Pour ce qui est des infections à Pseudomonas aeruginosa, qu'on voit quand même assez régulièrement chez des patients avec des pathologies pulmonaires chroniques, des patients intubés en réanimation ou des patients par exemple brûlés, on peut également se retrouver dans des soucis thérapeutiques et heureusement, l'arsenal thérapeutique s'est assez récemment enrichi. Je ne vous reparle pas de la définition, mais je vous les ai remises là, des MDR, XDR, PDR et des difficult to treat. Quelles sont les données actuellement de sensibilité de nos souches de Pio en France? Grâce à la mission SPARES, on a eu ces informations qui ont été publiées assez récemment sur quasiment 48 000 souches de Pseudomonas aeruginosa, dont 20% étaient issus de services de réanimation. On observe que la résistance au cefepime était de l'ordre de 17% et que parmi les bêta-lactamines de première intention, c'était celle qui restait le plus souvent sensible. Et on observait également dans cette étude que l'amicacine n'était touchée que dans 8% des cas. Pour ce qui est des difficult to treat, donc des bactéries qui seraient résistantes à toutes les bêta-lactamines de première intention et au fluoroquinolone, que nous disent les recommandations? Pour les cystites, l'utilisation au choix de ceftalozane tazobactam, ceftazidime avibactam, imipenem relebactam, céphidérocol. À mon sens, pour des cystites, ça me paraît un peu cher payé. Ou ce que je préfère, et ce que nous on utilise dans l'hôpital où je travaille, c'est les aminosides en monothérapie pour traiter une cystite. Très bien. Pour ce qui est des pyélonéphrite ou infections urinaires, pareil, le choix entre ceftalozane tazobactam, ceftazidime avibactam, imipenem cilastatine relebactam ou céphidérocol. Et pour les infections non urinaires, les mêmes, mais le céphidérocol n'apparaît pas. Et apparaît en alternative. Que peut-on dire sur ces souches difficult to treat? Quelle molécule est le plus souvent efficace? Donc dans cette étude, on n'a inclus que des patients avec des pseudomonas multirésistants. Et si on regarde la ligne des DTR, donc des difficult to treat, donc des pseudomonas aeruginosa résistants bêta-lactamine de première intention et au fluoroquinolone, 70% de ces souches restaient sensibles à l'association ceftalozane tazobactam, 46% à l'association imipenem relebactam et 45% à l'association ceftazidime avibactam. Et lorsque la souche était résistante à l'association imipenem relebactam, elle restait sensible à l'association ceftalozane tazobactam dans 80% des cas. La SPILF, la SRLF et l'HS se sont par contre positionnés en 2019 contre l'utilisation du ceftazidime avibactam sur les Pseudomonas aeruginosa et préfèrent le privilégier pour le traitement des entérobactéries productrices de carbapénémase. Donc en résumé, on a le ceftalozane tazobactam, l'imipenem relebactam et en alternative le céphidérocol. Je vous rappelle juste comme rapidement pourquoi l'imipenem relebactam marche sur une souche de Pseudomonas aeruginosa résistante à l'imipenem par modification de ses porines. Quand les porines sont modifiées, l'imipenem va entrer dans la cellule par les porines non spécifiques, mais va être dégradé dans l'espace périplasmique par les céphalosporinas chromosomiques du Pseudomonas aeruginosa. Si on associe le relebactam, l'imipenem rentre par les porines non spécifiques, ce que vous voyez ici, mais le relebactam va inhiber la céphalosporinas chromosomique du Pseudomonas aeruginosa et donc l'imipenem va pouvoir aller se fixer sur son récepteur.
Dans l'étude Restore-IMI2, qui était une étude qui comparait imipenem-relebactam versus Tazo pour les patients présentant des pneumopathies acquises sous ventilation mécanique ou des pneumopathies nosocomiales, on avait 20% des patients qui étaient infectés par du Pseudomonas aeruginosa et il y avait une supériorité de l'imipenem-relebactam par rapport au comparateur chez les patients ventilés avec des scores Apache supérieurs à 15. Attention, Ceftosan tazobactam, est-ce qu'on peut l'utiliser en empirique? C'est une question qu'on a souvent, et une question qui, théoriquement, quand on lit les recommandations, devrait être uniquement chez des patients qui ont des infections microbiologiquement documentées. Il y a ce papier par Lisa, qui j'ai trouvé assez intéressant, qui l'envisageait en empirique chez les patients à haut risque d'infection à Pseudomonas résistant au carbapénem, les patients mucos, les patients transplantés pulmonaires qui ont déjà fait des épisodes d'infection préalables, ou les patients qui sont connus, récemment exposés au carbapénem. Attention, exactement comme ce que j'ai dit avant pour le ceftazime avibactam, il faut optimiser les posologies et les modalités d'administration. À l'hôpital Saint-Joseph, on avait bien montré que l'association ceftosan tazobactam pouvait être administrée en perfusion continue et que c'est cette perfusion qui permettait de traiter des patients jusqu'à des souches ayant des CMI à 8 mg par litre. Deuxième étude, une étude par Tama, 28 patients traités par ceftosan tazobactam dans lequel elle compare les patients qui vont avoir une augmentation de la CMI de leur souche à ceux qui ne vont pas avoir d'augmentation de la CMI de leur souche sous traitement. 14 patients vont avoir une augmentation de la CMI et 14 patients ne vont pas avoir cette augmentation de CMI. Les deux facteurs qui sont associés à une augmentation de la CMI sont petit 1, la perfusion courte d'1 heure et petit 2, le non-contrôle du foyer infectieux, le non-drainage de l'abcès, la non-chirurgie d'une péritonite, la non-ablation d'un cathéter. Donc il faut contrôler la source et optimiser nos modalités d'administration. Pour ce qui est de l'Acinetobacter baumannii et du Stenotrophomonas maltophilia, les recommandations américaines positionnent en première intention ampicilline sulbactam forte dose en association avec soit l'épolymyxine B, l'amino, la tigée ou le céphidérocol. Problème, l'accès à l'ampicilline sulbactam. Donc en effet, pour l'Acinetobacter baumannii, le céphidérocol en association paraît une molécule tout à fait efficace et en tout cas qui mérite d'être utilisée. Pour ce qui est du Stenotrophomonas maltophilia, première intention dans les recommandations américaines, l'utilisation de l'association triméthoprime sulfaméthoxazole avec des posologies de triméthoprime de 8 à 12 mg par kilo et en association avec l'amino, la tigée, le céphidérocol ou la lévofloxacine. Une alternative qui est souvent peu connue, en tout cas peu testée, c'est l'association ceftazidime avibactam et astréonam qui peut être efficace sur des Stenotrophomonas maltophilia et donc ça vaut le coup de demander à nos laboratoires de le tester. Et donc, pourquoi ces données sur l'Acinetobacter? C'est parce qu'il y a eu différentes études, je vous en cite deux. Une étude rétrospective menée à Pise entre janvier 2020 et août 2021 sur 124 patients traités pour une infection à abri, 47 traités par céphidérocol, 77 traités par colistine, majoritairement, vous voyez, avec des associations thérapeutiques et une amélioration de la mortalité à J14 et à J30 dans le bras céphidérocol. Deuxième étude, une étude monocentrique rétrospective menée encore à Pise, qui cette fois sur 118 patients avec des abris, 43 dans le bras céphidérocol, 75 dans le bras colistine, 37% de monothérapie de céphidérocol, 4% de monothérapie de colistine, et on observait les mêmes résultats. Pour le Stenotrophomonas maltophilia, on est plus du domaine du case report que de la grosse étude de cohorte, mais il y a pas mal maintenant de données qui semblent montrer que le céphidérocol peut être efficace dans le traitement des infections à Stenotrophomonas maltophilia. Là, il faut par contre sensibiliser nos laboratoires, c'est sur les tests microbiologiques afin de s'assurer de la sensibilité de nos souches. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au final, on avait l'impression dans les études pivot d'une discordance entre la sensibilité du céphidérocol et l'efficacité de nos traitements. Donc il y avait ces études, l'étude Credible et l'étude Sidero, dans lesquelles on avait une mortalité de 49% pour les patients traités pour un Acinetobacter, alors même qu'on n'avait que 3% des souches chez lesquelles on avait détecté une résistance. Et sur 3 patients, ils avaient 2 patients sur 3 qui étaient décédés traités pour des sténos et aucune résistance qui avait été détectée. Et au final, la résistance n'était pas détectée, mais l'hétérorésistance, qu'est-ce que ça veut dire l'hétérorésistance? Ça veut dire que nos populations ne sont pas homogènes. Que si on fait l'antibiogramme en prenant une colonie, on peut passer à côté de sous-colonies résistantes. Et donc, ça vaut le coup de bien sensibiliser nos collègues des laboratoires afin qu'on fasse des antibiogrammes dans la masse et qu'on ait le plus possible de diversité bactérienne au moment de la réalisation de nos antibiogrammes, afin de s'assurer de la sensibilité et de l'efficacité de notre traitement. Comment je peux choisir autrement? Quels sont les autres arguments qui pourraient me faire choisir? Ce qu'on disait tout à l'heure,
l'utilisation chez le patient dialysé, la diffusion dans le compartiment dans lequel je veux être efficace. Et donc, je vous ai rappelé sur cette diapositive les ratios entre le liquide de fluide épithélial et le plasma, entre le liquide céphalorachidien et le plasma pour toutes ces nouvelles associations. Une autre possibilité, ce serait est-ce que je peux minimiser l'impact sur le microbiote digestif de l'antibiotique que je vais prescrire? Et là, actuellement, honnêtement, il n'y a pas de réponse à cette question parce que c'est trop peu évalué pour la plupart de ces nouvelles molécules. Donc là, je vous donne mon point de vue, c'est comment nous, on utilise ces molécules. Je vous ai dit, actuellement, à l'hôpital où je travaille, sur les KPC, en 1, on utilisait le ceftazime avibactam. On pourrait se poser la question d'utiliser le meropenem vaborbactam en première intention quand on voit les nouvelles recommandations qui ont été publiées par nos collègues américains. Et après, on positionne imipenem relebactam et cefidérocol. Sur les NDM, historiquement, on utilisait plutôt aztreonam avibactam et en deuxième intention le cefidérocol. On pourrait en rediscuter aussi, mais on avait l'habitude, donc c'était plutôt sur l'habitude d'utilisation, et donc il faut bien qu'on apprenne à changer également nos habitudes. Pour ce qui est des OXA48 en 1, l'association ceftazime avibactam, et sur les pseudomonas aeruginosa multirésistants, en première intention, on utilise le ceftolozane tazobactam si on peut, puis le ceftazime avibactam ou l'imipenem relebactam, puis après ça, l'astronam avibactam ou le cefidérocol. Je vais probablement un jour devoir revenir, parce que vous voyez que le pipeline des nouveaux antibiotiques est assez riche, avec certains antibiotiques qui ont l'air assez séduisants, notamment l'association cefepime-zidebactam, dans le traitement notamment des Acinetobacter baumannii ou des Pseudomonas aeruginosa, et potentiellement, il n'est qu'en phase 1, mais déjà utilisé largement dans le monde vétérinaire, qui est l'apramycine, qui est un aminoside qui reste efficace sur les Acinetobacter baumannii, résistant aux aminosides par des mécanismes de type méthylase. En résumé, dans l'idéal, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut essayer de diminuer au maximum la durée de traitement probabiliste, afin de savoir le plus vite quelle est la bactérie que j'ai en face de moi et quelle sera la meilleure molécule. Ne pas hésiter sur les bactéries hautement résistantes et demander à notre laboratoire de tester sans a priori, tester assez largement toutes les alternatives afin qu'on puisse choisir la meilleure, contrôler la source infectieuse, optimiser nos posologies et nos modalités d'administration et, ce qu'on disait aussi tout à l'heure, surveiller ce qu'on fait avec les surveillances thérapeutiques pharmacologiques, notamment quand on a des CMI élevés, des foyers compliqués ou des patients qui ont des suppléances d'organes où on ne sait pas exactement toujours ce qu'on fait, notamment chez les patients sous ECMO, où on peut avoir certains des antibiotiques qui sont adsorbés sur les membranes d'ECMO et parfois on ne sait pas exactement ce qu'on fait. Je vous remercie pour votre attention.